Euh, notre bourgeoisie est-elle nationale? Bon, d'abord, nous allons nous entendre pour accepter d'appeler bourgeoisie ceux qui se considèrent comme tels, ceux qui dominent l'économie, l'État, depuis tantôt 2 siècles, ceux que nous considérons aussi comme tels. Donc, le secteur des affaires, le secteur économique, le secteur privé, nous allons les considérer comme les élites économiques de manière globale. Donc, nous allons faire allusion à ces gens-là, c'est de ces gens-là que nous allons parler en parlant de bourgeoisie en Haïti. Disons une approche sociologique tenant compte du réel. Cette question, notre bourgeoisie est-elle nationale, a été répondue 1000 fois. Je ne sais plus combien d'auteurs haïtiens ont déjà répondu à cette question. Price Mars, Alex René, Myrta Gilbert, Michel Soukar, pour ne citer que quelques-uns. Chacun à sa manière, Jacques-Stéphane Alexis, chacun à sa manière aborde cette problématique. J'ai bien dit que j'en ai cité quelques-uns. J'ai seulement 30 minutes pour l'exposer. En fait, il n'y a pas que des intellectuels qui parlent de la bourgeoisie haïtienne. Il y a aussi des hommes politiques, des femmes politiques, des chefs d'État. En ont parlé. Jean-Bertrand Aristide en a parlé. Avant même qu'il fût président, à un certain moment, ils l'ont gratifié de certaines dénominations. Il parlait de patrie poche, etc. Donc, on voit bien la réponse. Feu président Jovenel Moïse n'en avait pas parlé lorsqu'il était citoyen, candidat et autres, mais un peu tard, au cours de son mandat, il parlait des oligarques, etc. Il y a eu même un ambassadeur d'un certain pays qui, au moment de son départ, a qualifié les élites, la bourgeoisie économique, la bourgeoisie haïtienne, d'un ensemble d'éléments que je n'ose pas paraphraser. Bon, ça vient d'un étranger. Évidemment, ça vient de quelqu'un qui a côtoyé, accompagné ce beau monde. Donc, mais au moment de son départ, il a lâché quelque chose. Donc, je ne vais pas le paraphraser. Ceci, c'est pour vous dire que beaucoup de gens ont déjà répondu à cette question. Et la réponse, quasiment, on la connaît presque tous. Notre bourgeoisie, elle n'est pas nationale. La différence dans les réponses, c'est les arguments, les facteurs retenus et tout cela. Mais la réponse sur laquelle je vais m'attarder personnellement ce soir, c'est celle apportée à la bourgeoisie haïtienne elle-même. C'est une réponse très récente. L'année dernière, au mois d'août, il y a un groupe de l'élite économique du secteur privé qui a fait sortir une note publique face aux sanctions internationales, face à la dégradation de la réalité sociopolitique en Haïti. Donc, un premier groupe a fait sortir une note. Ce premier groupe s'est fait rejoint par un second groupe en décembre 2022 et je dirais la crème de l'élite économique haïtienne d'une seule voix, la majorité, la très grande majorité, ce n'est pas la totalité, il y a eu des voix dissonantes. Donc la très grande majorité des membres du secteur privé des affaires ont fait sortir une note publique pour dire
ce qu'ils pensent de la situation et pour faire ce que je me permets d'appeler une sorte de mea culpa à demi-mot. Ils ont accepté que pendant longtemps, ils se sont battus entre eux et à travers cette note, ils ont pris la résolution de ne plus continuer à se battre. Ils ont accepté que depuis longtemps, l'économie ne fonctionnait pas sous l'obédience de la loi et que désormais, ils allaient faire un effort pour respecter la loi. Ils ont fait appel au gouvernement pour mettre en œuvre un nouveau programme économique et social. Ils ont interpellé la communauté internationale pour accompagner la police, etc., etc. Bref, lorsque l'on tient compte de ces différents éléments, de ces différents facteurs auxquels la bourgeoisie, l'élite en elle-même a fait allusion, l'élite en elle-même a accepté que la bourgeoisie, qu'elle-même, cette élite, elle n'est pas nationale. Elle l'a accepté. À demi-mot, certes, mais elle l'a accepté. Il n'y a qu'une bourgeoisie, qu'une élite économique qui n'est pas nationale, qui, pendant 2 siècles et plus, ne paye pas cette taxe. Il n'y a qu'une élite économique qui n'est pas nationale, qui, pendant 2 siècles et plus, se bat en petits clans, constitués de petits clans, de petits groupes, s'entrebattent entre eux, font même bas sur l'État, etc. Il n'y a qu'une élite antinationale qui peut agir comme cela. Donc, lorsque l'on prend l'ensemble des facteurs considérés par ces gens en décembre 2022 pour faire en quelque sorte leur mea culpa, la conclusion est claire. Et c'est ce point-là, c'est cette note qui a retenu mon attention. J'ai mis un petit temps de réflexion et je me suis dit, pourquoi pas, en tant qu'universitaire, universitaire citoyen, pourquoi ne pas réagir? Réagir pour dire à ces gens, je prends acte de ce que vous avez dit. Je prends acte que vous vous êtes adressé à la communauté internationale, comme d'habitude. Je prends acte que vous vous êtes adressé au gouvernement, comme d'habitude. Je prends acte que vous reconnaissez que vous n'avez pas payé les taxes, etc., etc. Je prends acte de tout ce que vous avez dit. Mais par ailleurs, vous ne vous êtes pas adressé au principal protagoniste qui subit les effets pervers de vos comportements historiques antinationaux. Vous ne vous êtes pas adressé à la population. Et par la même occasion, vous avez mis de côté un ensemble de facteurs qui caractérisent l'économie, qui caractérisent vos rapports avec l'État. Eh bien, j'ai compris qu'il était nécessaire d'attirer l'attention sur ces gens. Eh bien, c'est à ce titre, ce soir, en tant que sociologue, citoyen, qui subit, comme tout le monde, les difficultés de la violence de l'économie et tout ça. Donc, c'est à ce titre que je prends la parole ce soir pour expliquer un peu le contenu et la raison d'être de ce texte qui a paru dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, le premier élément fondamental qui me paraît important de mentionner pour expliquer l'antinationalisme de cette bourgeoisie, c'est leur comportement en tant que citoyens. On est en droit de se poser la question, au regard même de l'histoire, pour se demander leur comportement historique reflète
celui ou ceux de citoyens. À savoir, après l'indépendance, on a vu comment cette élite, cette bourgeoisie, n'a pas su accepter, rompre avec l'idée de domination qui caractérisait déjà l'esclavage. On a vu comment cette bourgeoisie n'a pas accepté de définir les règles du jeu et de définir un comportement citoyen par rapport à l'État. Ils ont fait main basse sur l'État. Il y a eu deux franges, une frange occupant l'économie et une frange occupant l'État. Les deux se sont associés et par la même occasion, non seulement ils ont fait main basse sur les ressources nationales, sur l'État, ils ont forcé les paysans à travailler la terre dans des conditions extrêmement difficiles qui ne pouvaient que rappeler l'esclavage. Les règlements de culture, les codes ruraux, l'ensemble des relations que cette bourgeoisie a tissées avec les masses, ceux-là même qu'on appelait les anciens libres, eh bien, c'était des rapports qui carrément reposaient et reposent encore sur l'idée de domination. On a vu, je me permets d'appeler ce type de comportement en fait, je me permets de déduire, de comprendre, puisque c'est mon rôle aussi en tant qu'essayiste, de baptiser ce type de comportement, de donner une nomenclature à ce type de comportement. Je pense que cette élite est motivée par ce qu'il convient d'appeler une rationalité flibustière. Et ce comportement de citoyen très particulier, mu par cette rationalité flibustière, a provoqué un autre phénomène au sein de la société haïtienne. Un autre type de rationalité de la part des masses. Étant donné que ces gens-là ont fait main basse sur l'économie, sur l'ensemble des ressources, sur l'État, Alix René a rappelé dans son dernier texte, paru très récemment, comment les paysans ont dû utiliser l'échappatoire de la culture pour fuir l'oppression de cette élite. C'est un texte extrêmement intéressant. Je vous invite à lire le dernier texte d'Alix René. Eh bien, cette population, ces masses, ont dû se rabattre sur une rationalité contraire, étant donné que justement, les élites ont fait main basse sur les ressources, ont fait main basse sur l'économie, forçaient ces gens à travailler la terre dans des conditions difficiles, régies par les règlements de culture. Donc, les paysans se sont rabattus sur une stratégie insurrectionnelle ou encore insurrectionniste. C'est-à-dire, constamment au cours de notre histoire, les masses se trouvent obligées de recourir à cette même stratégie, quasiment cette même stratégie qui a prévalu avant l'indépendance au cours de la période révolutionnaire. Couper tête, bouler caille, l'insurrection à n'en plus finir pour tenter de trouver une solution. Myrta Gilbert en a parlé, Alain Turnier en a parlé, tant d'autres auteurs en ont parlé. Malheureusement, l'occupation américaine, au contraire, n'a pas apporté de solution à cette affaire et il était encore plus
il est devenu encore plus compliqué pour ces catégories sociales de trouver une formule, de trouver un mode de vivre ensemble, de construire un mode de vivre ensemble basé sur la cohésion sociale, la solidarité sociale. Les institutions internationales sont entrées en Haïti à la fin des années 40. Depuis la fin des années 40, malheureusement, ces élites, encore une fois, ont fait main basse sur l'aide internationale. Autrement dit, les institutions internationales n'ont servi qu'à renforcer le pouvoir économique de ces élites qui, parallèlement, fait main basse aussi sur l'État. Les années 80 n'ont pas amélioré la chose, malgré le départ des Duvalier. La Constitution de 1987, 29 mars 1987, a décrété la démocratie, a décrété l'idée de participation, etc., sur la base d'un mouvement social assez costaud, comme ça. J'avais 15 ans en 1986 et évidemment j'avais 17 ans en 1987. J'ai observé comment la Constitution a été votée, les modes de délibération populaire qui prévalaient jusqu'à l'adoption de cette Constitution en 1987. Mais plus tard, j'allais observer, le 29 novembre 1987, comment le premier coup d'État, l'armée, en tête, avec l'aide très certainement des élites économiques. Donc, on allait observer comment, encore une fois, cette élite donnait une réponse claire pour dire qu'elle n'était pas prête pour la démocratie. La réponse était cinglante. Le 29 novembre 1987, gentiment, tous les citoyens prenaient le chemin des urnes et particulièrement, il y a eu cette scène sanglante à la ruelle Vaillant et voilà, les élections ont été réprimées dans le sang. Il y a eu un candidat très connu de tous, apparemment qui allait gagner les élections, issu du secteur des droits de l'homme. Eh bien, Gérard Goug n'a pas pu accéder au pouvoir. Gérard Goug, pour tous ceux qui le connaissaient, Gérard Goug ne pouvait pas tuer une mouche. Mais que dire un peu plus tard, en 1991, pour Jean-Bertrand Aristide? Le 30 septembre 1991. Si, comme je viens de le dire, Gérard Goug ne pouvait pas tuer une mouche, mais Jean-Bertrand Aristide avait toute, disons, la très grande majorité de la population derrière elle, avec toute la véhémence qu'on lui connaît, toutes les dénonciations qu'on lui connaît, eh bien, la descente aux enfers, véritablement, avec les coups d'État à répétition, la descente aux enfers, quasiment a commencé, ou du moins très certainement a commencé par là, pendant les 35, 37, disons 40 dernières années. En ce sens que, pendant cette période, la bourgeoisie a utilisé l'armée, les groupes paramilitaires, pour définitivement faire main basse sur l'économie, pour imposer la contrebande, contrôler les monopoles, assurer la corruption des agents de la fonction publique. Et à partir de cette même période, à côté des groupes paramilitaires à leur service, les premiers gangs ont commencé à émerger d'ici ou de là-bas. Les gangs ont commencé à émerger
pour protéger les parts de marché, pour garantir qu'il n'y aura pas de concurrence. Et à la faveur des coups d'État, du coup d'État particulier de 1991, la même stratégie a ressurgi. La même rationalité a ressurgi, la rationalité insurrectionnelle. Elle a ressurgi de plus belle. À l'époque, le secteur, pour donner une réponse à l'armée et à l'élite économique, le secteur a mis au point une opération qu'on appelait l'opération fait couper fait. Autrement dit, il fallait donner une réponse appropriée à l'armée, il fallait donner une réponse appropriée aux putschistes, et la descente aux enfers allait continuer ainsi. L'autre jour, je discutais avec un journaliste très reconnu, Marvel Dandin, à Radio Kiskeya. Il me rappelait que depuis lors, notre pays est un pays d'opération. Opération Vent Tempête. Opération Si, lui qui est très expérimenté. J'en profite pour saluer la mémoire de Liliane Pierre-Paul. Donc, c'est dans ce contexte-là que la société haïtienne s'est définitivement engluée dans ces deux facteurs de blocage. D'abord, la rationalité flibustière d'un côté, à partir de laquelle, de l'autre côté, l'autre secteur, les masses, devaient répondre incessamment, constamment par l'insurrection. Ceci nous a amenés aux expériences de ces dernières années, marquées par les derniers régimes que l'on connaît, à savoir le régime de PHTK, marqué par la corruption. Petro-Caribé en est un exemple emblématique. Bref, ce rappel historique doit s'accompagner d'une lecture particulière à propos de l'économie. J'ai mis un petit temps à identifier les facteurs structurels et reproductifs qui caractérisent les comportements économiques de cette bourgeoisie. Dans l'essence, on a pu se rendre compte que, tout au cours de notre histoire, la bourgeoisie a mis l'accent sur l'exportation, sur la production des denrées exportables. Il ne voulait produire que pour le marché international, pas pour la consommation interne. Et c'est sur cette base que le pays est dépendant, essentiellement, totalement dépendant sur le plan alimentaire. Et pendant les 30 à 40 dernières années, vraiment avec la contrebande, le minimum qui nous restait de production nationale, d'industrie nationale, tout cela est démantelé. L'importation est devenue l'un des principaux secteurs de l'économie. Pas de respect de la loi. J'ai parlé déjà de monopole, de subvention, de passe-droit. Il y a tant d'auteurs qui ont parlé de cette question. Leslie François Maniga en parle bien dans l'un de ses derniers textes. Je sais que mon ami Fritz Dorvilliers, qui est présent, s'attache bien à ce texte. Le secteur des affaires, la bourgeoisie, accorde une place prépondérante à la spéculation. Les banques, essentiellement, ne remplissent pas les fonctions essentielles que les banques produisent dans toute économie à travers le monde. Mais surtout, se livrent à la spéculation, le dollar américain en particulier. Ces gens du secteur privé n'accordent pas à leurs employés les droits économiques, les droits sociaux auxquels ils ont droit. Ils ne payent pas l'ONA,
ils ne payent pas l'OFATMA. Et puis encore, lorsque cela leur arrive de faire les prélèvements sur ces gens-là, parce qu'en principe, pour payer l'ONA, ils doivent prélever 6% du salaire de ces gens et eux autres, ils doivent verser 6% pour payer l'ONA. Mais même s'ils prélèvent les 6% de leurs employés, dans la très grande majorité des cas, ils ne payent pas l'ONA pour leurs employés. Ils ne payent pas l'OFATMA pour leurs employés. Notre économie est caractérisée par le choix d'entreprises individuelles. Le ministère du Commerce a réalisé un recensement en 2012 sur les entreprises en Haïti. Plus de 95% des entreprises haïtiennes sont des entreprises individuelles. C'est-à-dire, ce sont des entreprises familiales. Autrement dit, dans cette économie, il n'y a pas de place pour que les gens puissent prospérer ensemble. Il n'y a pas de place pour des sociétés, de véritables sociétés. Sans compter la collusion du secteur des affaires avec les dirigeants politiques, on en a parlé. Aussi, nous avons une économie qui n'est pas basée sur la diversification. Nous avons une économie dont les sous-secteurs ne sont pas spécialisés. Autrement dit, l'État ne parvient pas à réguler les sous-secteurs de l'économie. J'ai fait une observation très difficile, amère, qui me laisse un goût amer. À chaque fois que je rentre dans une entreprise, j'essaye de regarder ce qu'il y a en parallèle. Vous rentrez dans un supermarché, il y a plein d'autres activités en parallèle. Vous rentrez dans une quincaillerie, un matériau de construction, il y a des activités en parallèle. Vous rentrez dans une pharmacie, il y a des activités parallèles. C'est ce que j'appelle le tout en un. À savoir, les agents économiques s'amusent à déclarer seulement une activité économique. Mais en parallèle, ils achètent et vendent le dollar, ils pratiquent la spéculation. En parallèle, vous rentrez dans un restaurant, il y a 3 ou 4 chambres pour faire autre chose. Vous rentrez dans une banque. En parallèle, je suis rentré dans une banque de l'État, je ne vais pas citer, mais en parallèle, je vois une entreprise privée qui se plante dans cette banque. Et cette banque de l'État fait de la publicité pour cette autre entreprise privée qui est spécialisée dans le transfert d'argent. Est-ce que ces gens-là, qui pratiquent ce que j'appelle le tout en un, est-ce que ces gens-là comprennent le déficit que cela implique pour le budget national, le déficit que cela implique pour l'État, le déficit que cela implique pour la population en tant que telle? Évidemment, les responsables aussi sont l'État, qui ne se donne pas le devoir de faire payer les taxes, de réguler l'économie, de réguler les sous-secteurs, de spécialiser les sous-secteurs. Les exemples de ce type sont légion. Vous rentrez dans un magasin, en principe, ce magasin-là est orienté vers la vente en gros, en principe. Mais pourtant, parallèlement, ils vendent au détail. Alors que ces deux aspects ne devraient pas se mélanger. Notre économie, malheureusement, est une économie de gaspillage. À savoir, lorsque vous rentrez dans une banque, lorsque l'on va chez n'importe qui, en matière d'énergie, vous allez trouver au moins 3 génératrices dans chaque banque. Vous allez trouver un système de panneaux solaires, d'inverteurs, etc., etc. Alors que l'EDH ne peut pas fonctionner.
Alors que de l'autre côté, il y a d'autres compagnies privées qui vendent le blackout au prix fort. Alors que nous sommes dans la région, le pays où le prix de l'énergie est le plus élevé. Économie de gaspillage en ce sens que le modèle économique à l'œuvre, le système économique et social à l'œuvre, mené par cette bourgeoisie, chasse les cerveaux. Toutes choses étant égales par ailleurs, lorsqu'on fait une observation sur la migration qualifiée de la fin des années 60 à aujourd'hui, où les plus qualifiés, ou du moins une grande majorité de qualifiés, s'en vont en Afrique, au Canada. Au cours des années 80, une grande majorité a dû partir. Et depuis 20-25 ans, Chili, Brésil, Turquie, etc., etc. Et pis encore, je parle de migration qualifiée, on doit ajouter à cela aussi de potentiels investisseurs. Il y a des calculs que l'on ne fait pas suffisamment en Haïti. Lorsque vous prenez quelqu'un qui a fait l'université, qui a fait la philo, etc., qui a 25-27 ans, médecin, ingénieur et autres, en grande partie, ils ont fait leur école primaire dans des écoles nationales. En grande partie, ils ont fait leur école secondaire dans les lycées. En grande partie, ils ont fait l'université d'État. Lorsque ce type quitte le pays, à 27 ans, à 30 ans, à 35 ans, vous savez ce que cela veut dire? Faisons un calcul par ailleurs s'il ne partait pas. Ce médecin-là, s'il ne partait pas, au cours de 30-35 ans de carrière professionnelle, ce qu'il allait payer en termes de taxes, ce qu'il allait contribuer en termes de sécurité sociale, et ce que l'État pourrait faire avec cet argent en matière de sécurité sociale, comment l'État pourrait réinvestir cela. Il y a un métier, l'actuariat, qui analyse ces données dans toutes les économies, dans tous les systèmes de sécurité sociale. Ce médecin-là qui est parti, si on prenait le temps d'évaluer en tant que potentiel investisseur au cours de sa carrière professionnelle ce qu'il pourrait apporter, eh bien, tout cela, toutes ces considérations nous permettent de nous rendre compte que dans la région, toutes choses étant égales par ailleurs, Haïti est le premier exportateur de cerveau. Autrement dit, notre économie est une économie de gaspillage. J'imagine que l'on va me dire, mon temps est quasiment écoulé. J'ai essayé de dresser un tableau pour répondre à la question, notre bourgeoisie est-elle nationale? Et la réponse, elle est ce qu'elle est cinglante. Maintenant, je vais terminer en quelques minutes. Je pense qu'il y a une question essentielle à se poser. Merci. On vient de me faire signe que j'ai 3 minutes. Il y a-t-il une possibilité pour que notre bourgeoisie puisse se rattraper, pour qu'elle puisse se transformer en une bourgeoisie nationale? J'ose croire, pour rester optimiste, lorsque je me réfère à l'Afrique du Sud, par exemple, à un certain moment, les dirigeants de l'apartheid ont accepté de faire amende honorable, ont accepté de faire leur mea culpa. Et, avec Nelson Mandela, ils ont retracé une autre voie. Il est clair que notre élite n'a pas encore fait véritablement amende honorable comme cela devrait. Mais je crois que c'est notre devoir de citoyen, c'est notre devoir en tant qu'universitaire, en tant que jeune, de les pousser pour faire amende honorable, pour faire ce mea culpa et voir comment il est possible de sortir
de ces deux stratégies, flibustière et insurrectionnelle, pour construire un nouveau printemps à partir de débats, à partir d'échanges dans les quartiers, en bâtonnelle, dans les universités. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. À mon sens, c'est tout ce qui nous reste comme option. Nous avons déjà utilisé toutes les options antérieures. C'est tout ce qui nous reste comme option. Le débat, les échanges, prendre les gens au mot, interpeller. Il faut interpeller les élites. Il faut leur demander de venir à Radio Caraïbe. Il y en a qui vont vous dire, tiens, l'insécurité, etc., ils ne vont pas venir. Il y en a qui vont vous dire, bref, eh bien, interpellez-les, ils interviendront par visioconférence. Il y en a qui vont vous dire, non, Radio Caraïbe, pourquoi bailler des salines d'eau? Il n'y a pas de venir. Mais il faut les interpeller quand même. Il faut les interpeller quand même. Donc, à mon sens, j'ai fait quelques propositions dans la lettre. J'ai demandé à ces gens d'agir de façon concrète, à savoir les coûts des produits de première nécessité, à savoir le salaire des ouvriers, à savoir la sécurité sociale des ouvriers, à savoir la spéculation, etc., etc. Donc, j'ai fait un ensemble de recommandations de laisser la place aux investissements directs étrangers, parce que la plupart du temps, prétextant un nationalisme, il y en a qui ne veulent pas que les investissements directs étrangers rentrent dans le pays. Donc, accepter d'ouvrir les entreprises pour construire de véritables sociétés. Donc, j'ai fait un ensemble de recommandations